L'Iran menace de fermer le détroit d'Ormuz. Chaque point rouge sur cette image représente un pétrolier. Et tout cela représente le trafic d'une seule journée. Bien qu'il ne fasse que 21 miles de large à son point le plus étroit, plus d'un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole y transite chaque jour. Cela représente environ 17 milliards de barils de pétrole par jour, ainsi que des milliards de pieds cubes de gaz naturel liquéfié. Inutile de dire que le détroit d'Ormuz était la principale artère pétrolière de tout l'univers connu. Et si l'Iran le ferme, la troisième guerre mondiale est pratiquement garantie. Le détroit d'Ormuz est un étroit bras de mer qui, s'il est sérieusement perturbé, pourrait plonger le marché mondial du pétrole dans la tourmente, l'Iran ayant menacé à maintes reprises de le fermer au cours des années. Mais tout blocus de cette route commerciale aurait des conséquences importantes pour l'Iran. Une perturbation ici plongerait les marchés mondiaux de l'énergie dans un chaos absolu. C'est pourquoi le département de l'énergie des États-Unis a qualifié le détroit d'Ormuz de point de passage pétrolier le plus important au monde. Sans le détroit, il n'existe tout simplement aucune route alternative pratique pour que les exportations de pétrole du Golfe atteignent les marchés internationaux. La fermeture du détroit d'Ormuz provoquerait une crise mondiale immédiate, suscitant la colère de toutes les grandes puissances. Des pays comme les États-Unis, la Chine, la Russie, les États du Golfe, l'Union européenne, l'Inde et le Japon dépendent tous fortement du détroit d'Ormuz pour leur approvisionnement en énergie. Les accusations et les reproches feraient rapidement monter les tensions jusqu'à une véritable crise internationale. En quelques heures, les prix mondiaux du pétrole s'envoleraient. Selon les analystes, les prix du pétrole brut pourraient doubler ou même tripler. En fait, rien que la récente attaque contre l'Iran a déjà fait grimper les prix du pétrole brut de 15% cette semaine. Et cela, sans même fermer le détroit. Si le détroit d'Ormuz était vraiment fermé, les conséquences pour les gens ordinaires seraient graves. Les coûts de transport augmenteraient immédiatement, rendant les trajets quotidiens et l'expédition beaucoup plus chers. Les tarifs d'électricité exploseraient, compliquant considérablement l'approvisionnement des ménages et des entreprises. De plus, l'augmentation du prix du carburant provoquerait une hausse des prix des produits essentiels tels que la nourriture et les médicaments, nécessaires à notre survie. Avec des économies de nombreux pays déjà fragiles et à peine maintenus chez à flot, une crise d'une telle ampleur pourrait devenir la condamnation financière à laquelle ils ne pourraient pas survivre. C'est pourquoi, depuis des décennies, les grandes puissances mondiales maintiennent une présence stratégique constante dans le Golfe Persique. Les États-Unis en particulier ont effectivement mis en jeu leur crédibilité internationale sur cette responsabilité depuis la fin du XXe siècle, en stationnant la puissante 5e flotte américaine à Bahreïn, pour garantir que le détroit d'Ormuz reste ouvert et sécurisé à tout prix. C'est assurément un sujet controversé. YouTube n'aime pas les sujets controversés, car ils ne sont pas adaptés aux annonceurs. Si vous pouvez cliquer sur j'aime et s'abonner, ci-dessous, cela aide avec l'algorithme YouTube. Merci. L'Iran est pleinement conscient de l'énorme levier stratégique qu'il détient sur le monde grâce au détroit d'Ormuz. Historiquement, lorsque Téhéran a fait face à de lourdes sanctions ou pressions internationales, les dirigeants iraniens ont averti que s'ils ne pouvaient pas exporter leur pétrole, ils s'assureraient que personne d'autre ne le puisse en bloquant cette voie navigable vitale. Mais aujourd'hui, Israël a fait exactement ce que l'Iran avait toujours dit qui provoquerait une telle réaction extrême. Israël a non seulement mené des frappes aériennes massives, tuant des généraux iraniens de haut rang et des scientifiques nucléaires, mais il a aussi frappé l'Iran, là où ça fait le plus mal, son infrastructure énergétique. Des missiles israéliens ont frappé un important dépôt de carburant, au nord de Téhéran, provoqué d'énormes incendies dans des raffineries de pétrole cruciales à Nacharan et Shareh, et ont même touché le précieux champ gazier de South Potters en Iran, l'une des plus grandes installations de production de gaz naturel au monde. Téhéran est naturellement furieux, et compte tenu des coups sévères qu'il a subis, il pourrait bientôt estimer qu'il n'a plus d'autre choix que de mettre enfin à exécution ses menaces de longue date. Les premiers pays à ressentir pleinement l'impact seraient en Asie. Ces dernières années, près de 76% du pétrole transitant par le détroit d'Ormuz était destiné au marché asiatique. La Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et Singapour représentent presque 2/3 de tout le pétrole transitant par le détroit. La Chine, premier importateur mondial de pétrole, dépend fortement de l'or noir du Golfe Persique pour son économie. Début 2022, plus de 50% des importations chinoises de pétrole brut provenaient du Golfe. De même, le Japon et la Corée du Sud
Deux économies fortement industrialisées s'approvisionnent à 70 à 80% de leur pétrole brut au Moyen-Orient, pratiquement tout transitant par le détroit d'Ormuz. L'Inde, un autre grand consommateur, importe environ 5 millions de barils par jour, dont près des 2/3 proviennent des pays du Golfe comme l'Irak, l'Arabie Saoudite, le Koweït et les Émirats Arabes Unis, tous acheminés à nouveau par le détroit d'Ormuz. Ensuite, il y a l'Occident. L'Europe importe beaucoup de pétrole et de gaz naturel liquéfié du Golfe. Le Qatar fournit à lui seul plus de 20% de l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié de l'Europe, et tout cela transite par le détroit. Les grandes économies d'Europe telles que l'Allemagne, la France et l'Italie feraient face à des pénuries d'énergie brutales et des coûts en hausse, exacerbant les problèmes économiques existants dus à l'inflation et aux perturbations d'approvisionnement. Même les États-Unis, pourtant bien plus indépendants énergétiquement que beaucoup d'autres pays, ne seraient pas épargnés par le chaos. Malgré la production nationale de pétrole, une crise mondiale de cette ampleur ferait grimper les prix immédiatement. Les automobilistes américains ressentiraient la douleur à la pompe, les entreprises auraient du mal à faire face aux coûts de transport et de livraison plus élevés, et les Américains paieraient plus cher pour tout. Mais peut-être que les plus durement touchés, et les derniers à souffrir, seraient les petits pays économiquement vulnérables, en particulier ceux déjà au bord de l'effondrement. Des pays comme le Sri Lanka, le Pakistan, le Liban, l'Égypte et de nombreux petits pays africains. Le Sri Lanka, déjà confronté à une dette catastrophique et un effondrement économique, importe la totalité de ses approvisionnements en carburant. Le Liban, aux prises avec l'hyperinflation et une grave crise économique, dépend fortement des importations de carburant des pays du Golfe. Pour être clair, aucun autre producteur de pétrole, ni les champs de schiste des États-Unis, ni les réserves de la Russie, ne peut soudainement pomper assez de barils pour remplacer les 20 millions perdus si le détroit d'Ormuz fermait. Même combiné, les sources alternatives ne peuvent pas combler rapidement ou facilement un déficit aussi massif. C'est précisément pour cette raison qu'une crise à Ormuz exige l'attention, et peut-être même l'intervention, de littéralement toutes les grandes puissances. L'énergie est le moteur de la civilisation moderne, et Ormuz en est l'artère principale. L'Iran et les États-Unis en sont conscients. La Chine, l'Europe et presque tous les pays intermédiaires le savent également. L'importance du détroit d'Ormuz est devenue évidente durant la guerre dévastatrice Iran-Irak des années 1980. Alors que les deux nations peinaient à gagner du terrain sur terre, leur conflit s'est inévitablement étendu aux eaux du Golfe Persique. Au début, les deux camps ont ciblé les exportations de pétrole de l'autre afin de paralyser l'économie de leur ennemi. Mais très vite, les navires commerciaux, quelle que soit leur nationalité ou leur neutralité, sont devenus des cibles faciles, déclenchant ainsi la guerre des pétroliers. Les voisins de l'Iran au Moyen-Orient réagissent de différentes manières aux attaques contre les pétroliers. Charlie Dagla se trouve aux Émirats Arabes Unis avec la réaction régionale. Les États-Unis essaient de renforcer le soutien international, mais le dossier contre l'Iran n'est pas une évidence ici. D'un côté, des avions de chasse irakiens munis de missiles Exocet français traquaient constamment les superpétroliers remplis. Des trous d'acier auraient été percés en quelques secondes, transformant des navires valant des millions en brasiers déchaînés instantanément. De l'autre côté, le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, alors nouveau et farouchement déterminé, utilisait des vedettes rapides armées de mines, lance-roquettes et missiles pour terroriser les navires de passage. Ils ont jonché les eaux du Golfe de centaines de mines flottantes, chacune suffisamment puissante pour déchirer la coque des navires et enflammer leur cargaison inflammable de pétrole brut. Une seule attaque réussie pouvait enflammer un pétrolier pendant des jours. Les équipages affrontèrent des flammes géantes, perdant souvent la vie dans ce processus horrible. Des marins civils de divers pays se sont retrouvés piégés dans un cauchemar inimaginable. Ces attaques horribles ont persisté sans relâche pendant des mois, voire des années. Lorsque les puissances internationales sont finalement intervenues, plus de 400 000 navires marchands avaient été touchés, laissant au moins 250 marins morts et des centaines d'autres grièvement blessés ou gravement brûlés. Le Golfe lui-même est devenu sombre, pollué par plus de 600 000 tonnes de pétrole brut déversées, avec des incendies si violents que d'épaisses colonnes de fumée étaient clairement visibles depuis l'espace. Mais malgré ces dangers, malgré la pleine conscience des risques mortels, le monde avait toujours désespérément besoin du pétrole du Golfe Persique. Les navires devaient donc continuer à naviguer droit vers le danger, en espérant survivre.
L'erreur majeure de l'Irak s'est produite le 17 mai 1987 quand un avion de chasse irakien a tiré accidentellement 2 missiles Exocet sur le flanc de l'USS Stark, une frégate américaine stationnée dans le Golfe. 37 marins sont morts et de nombreux autres blessés. À ce moment-là, les États-Unis ont décidé que cela suffisait et ont lancé l'opération Ernest Will. Les pétroliers koweïtiens, sous pavillon américain, ont été escortés par la marine dans la plus grande opération de convoi depuis la Seconde Guerre mondiale. Le 24 juillet 1987, lors du lancement de l'opération Ernest Will, le superpétrolier koweïtien Bridgerton, sous pavillon américain, a été touché par une mine navale iranienne. En réponse, les États-Unis ont aussitôt renforcé leur présence navale dans le Golfe Persique. Les navires de guerre ont déployé des unités de lutte contre les mines, et les planificateurs militaires se préparent activement à un affrontement direct avec l'Iran. Le 14 avril 1988, la frégate américaine USS Amiral B. Roberts a heurté une mine iranienne, provoquant de sérieux dommages et faisant des blessés. Cette fois, les États-Unis ont réagi par une frappe militaire décisive, l'opération Mante religieuse, lancée le 18 avril. Les forces américaines ont coulé ou mis hors service plusieurs navires de guerre iraniens, détruit des plateformes pétrolières offshore et considérablement affaibli les capacités navales de l'Iran, faisant de l'opération Mante religieuse le plus grand combat naval de surface des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Téhéran a tiré une leçon brutale ce jour-là. Fermer complètement le détroit d'Ormuz serait une décision suicidaire. Mais elle a aussi reconnu son immense pouvoir, capable de paralyser les économies mondiales, mais au risque de perdre son propre pays en représailles. Malgré les provocations extrêmes durant la guerre des années 80, cette compréhension les a empêchés de bloquer totalement le détroit. Aujourd'hui, après les frappes préventives d'Israël, des dizaines de hauts commandants militaires et scientifiques nucléaires, clés assassinés, et des installations nucléaires cruciales détruites, le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Khamenei, est acculé comme jamais auparavant. Et si le guide suprême croit réellement qu'il pourrait être la prochaine cible sur la liste d'Israël, alors il pourrait se sentir poussé à un point de désespoir, où porter un coup final catastrophique lui semble être sa seule option restante, même si cela signifie entraîner la région, et potentiellement le monde entier, avec lui. Depuis 1988, l'ayatollah menace de fermer le détroit d'Ormuz comme moyen de pression à chaque fois que les tensions de l'Iran avec l'Occident s'intensifient. Pourtant, à chaque fois, Khamenei et l'Iran se sont abstenus de mettre leurs menaces à exécution. Ces menaces répétées ont poussé les États-Unis à repenser toute leur stratégie. En 2002, les États-Unis ont mené un exercice militaire désormais célèbre appelé Millennium Challenge 2002. Ce vaste jeu de guerre simulait un scénario de conflit dans le Golfe Persique, opposant les forces navales américaines, l'équipe bleue, à un ennemi de type iranien, l'équipe rouge. Ce qui a suivi a stupéfié les stratèges militaires américains. L'équipe rouge, avec un essaim de vedettes rapides, des missiles et des tactiques asymétriques, a lancé une attaque surprise dévastatrice contre le convoi naval américain simulé. Lors d'une simulation, 16 navires de guerre américains, dont un porte-avions, ont été coulés en quelques minutes. Le général américain dirigeant l'équipe rouge a révélé que le nombre impressionnant de menaces simulées avait submergé les défenses de l'équipe bleue. Ce résultat a incité la marine américaine à ajuster ses tactiques et à prendre plus au sérieux la menace des petites embarcations iraniennes. Depuis, l'Iran n'a cessé d'améliorer ses capacités. Le corps des gardiens de la révolution islamique a graduellement acquis des mines navales avancées, des flottes de vedettes rapides et de nombreux sous-marins. Une décennie après Millennium Challenge, en 2011-2012, le monde a été témoin d'une démonstration en temps réel de la détermination de l'Iran. Quand le programme nucléaire iranien a entraîné de sévères sanctions occidentales, dont un embargo total de l'Union européenne sur le pétrole, le vice-président iranien a averti que si l'Iran ne pouvait exporter son pétrole, personne d'autre dans le Golfe ne le pourrait. Les forces iraniennes ont effectué des essais de missiles et des exercices navals conçus pour démontrer leur capacité à fermer le détroit et détruire des navires si nécessaire. En réponse, les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont rapidement dépêché des navires de guerre et des porte-avions supplémentaires dans la région, avertissant Téhéran que fermer le détroit d'Ormuz constituerait le franchissement d'une ligne rouge. Malgré les résultats simulés 10 ans auparavant et les préparatifs intenses de l'Iran, le détroit d'Ormuz est resté ouvert. L'Iran a finalement reculé, évitant un affrontement militaire direct qui aurait pu dégénérer, mais la crise n'était pas terminée.
En 2018, les tensions se sont accrues, après le retrait des États-Unis de l'accord nucléaire iranien par le président Donald Trump et la réimposition de sanctions sévères. Les dirigeants iraniens, dont le président Hassan Rouhani et des hauts gradés militaires, ont réitéré les mêmes menaces habituelles. Sans surprise, les tensions se sont accrues en 2019. En mai et juin, 6 pétroliers ont été attaqués près du détroit d'Ormuz, dans le golfe d'Oman, probablement par des mines limpées. Les États-Unis ont accusé les gardiens de la révolution iranienne pour des opérations de sabotage et ont publié une vidéo montrant, selon eux, des Iraniens retirant une mine non explosée de la coque d'un navire. L'Iran a nié toute implication, mais les attaques contre la navigation dans le golfe sous couvert de déni semblent être une tactique habituelle de l'Iran. En juin 2019, quelques semaines plus tard, la tension a grimpé à un niveau encore plus élevé. L'Iran a abattu un drone de surveillance américain, avancé près du détroit d'Ormuz, déclarant qu'il avait violé son espace aérien. Furieux, le président Trump a approuvé des frappes aériennes de représailles immédiates, visant des sites militaires iraniens clés, mais à la toute dernière seconde, il les a annulées, évitant de justesse une guerre totale. Puis, quelques mois plus tard, en septembre 2019, les rebelles Houthis du Yémen ont lancé une attaque dévastatrice de missiles et de drones contre l'installation d'Abqaiq en Arabie Saoudite, la plus grande raffinerie de pétrole au monde. En quelques heures, l'attaque a réduit de moitié la production pétrolière saoudienne, soit environ 5% de l'approvisionnement mondial. C'était la plus grande perturbation de l'approvisionnement pétrolier mondial depuis la guerre du Golfe de 1991, faisant bondir les prix de près de 200% en un jour. L'Arabie Saoudite a rapidement réparé les dommages importants, prenant plusieurs semaines pour rétablir totalement la production. Bien que les Houthis aient rapidement revendiqué la responsabilité, les services de renseignement américains et saoudiens soupçonnaient fortement que l'Iran avait lui-même orchestré l'attaque en fournissant un soutien et une formation cruciaux, et du matériel. Les États-Unis ont déployé des troupes supplémentaires, des systèmes de défense antimissiles patriotes et des avions de chasse en Arabie Saoudite. Des renforts navals ont été déployés pour consolider la 5e flotte de la marine américaine basée à Bahreïn. Fin 2019 et début 2020, le risque de conflit direct était resté élevé. Malgré l'évitement de peu d'une guerre imminente, l'Iran avait, 4 ans après, un nouveau motif pour perturber la région. Suite aux attaques du 7 octobre 2023, Israël a riposté durement contre Gaza, entraînant rapidement l'intervention des alliés de l'Iran. Les rebelles Houthis du Yémen ont rapidement montré leur solidarité en lançant plusieurs frappes contre des navires commerciaux près du détroit de Bab el-Mandeb, point d'étranglement crucial à l'entrée sud de la mer Rouge. Des navires ont été endommagés par des frappes de missiles et des drones, et lors d'un incident, les Houthis ont saisi un cargo battant pavillon des Émirats arabes unis avant de le relâcher sous pression diplomatique. Ces attaques ont forcé les navires à reconsidérer un détour par le cap de Bonne-Espérance, un itinéraire plus long, coûteux et compliqué, qui a démontré que des routes alternatives sont pénibles mais possibles pour le trafic de la mer Rouge. Mais pour les exportations du golfe Persique, aucune alternative n'existait. Les navires doivent passer par le détroit d'Ormuz pour atteindre l'océan Indien. L'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis ont investi dans des oléoducs contournant partiellement Ormuz en acheminant le pétrole vers des ports sur la mer Rouge et le golfe d'Oman. L'oléoduc est ouest de l'Arabie Saoudite vers la mer Rouge, à une capacité de 5 à 7 millions de barils par jour, tandis que celui des Émirats arabes unis transporte environ 1,5 million de barils quotidiennement. Ces oléoducs couvrent seulement 20 à 30% du volume quotidien géré par Ormuz. De plus, ces oléoducs peuvent être attaqués par les groupes soutenus par l'Iran. En effet, Ormuz est le joyau de la couronne en matière de levier en raison de son manque de redondance. Et cela nous amène au message central de cette vidéo. Toute menace réelle ou tentative de fermeture du détroit d'Ormuz attirera inévitablement et immédiatement les puissantes forces navales des États-Unis et du Royaume-Uni. Selon Israël, les frappes préventives avaient pour but de freiner le programme nucléaire iranien et de dissuader son agressivité dans la région. Mais pour la direction iranienne, en particulier le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, les actions d'Israël équivalaient à une déclaration de guerre directe, une menace existentielle pour la survie même du régime. Le guide suprême iranien et l'armée ont promis de sévères représailles contre Israël et ses alliés. Peu après, l'Iran a tiré des missiles et des drones vers Israël. Les systèmes antimissiles israéliens en ont intercepté une grande partie, mais pas la totalité. Certains ont frappé des villes comme Tel Aviv et Haïfa, causant des victimes et des dégâts. Alors que la situation empirait rapidement, le monde entier a porté son attention sur le détroit d'Ormuz. Moins d'un jour après les frappes aériennes d'Israël, un député iranien influent a évoqué la question du détroit d'Ormuz.
Dans une interview avec les médias iraniens, Esmail Kazari a déclaré que la fermeture du détroit d'Ormuz était à l'étude et que l'Iran prendrait la meilleure décision avec détermination. Le fait que la direction iranienne envisage l'option nucléaire a provoqué des remous dans toutes les capitales, bien qu'il n'ait pas affirmé que cela se produirait à coup sûr. L'armée iranienne a simultanément lancé de vastes exercices navals dans tout le Golfe, une démonstration de force comprenant des tirs d'essai réels de missiles antinavires avancés, et le déploiement rapide d'unités navales en formation d'attaque agressive. Dans la région, on reçut des avis d'urgence. Des propriétaires de pétroliers dévignent ou retiennent leurs navires hors du Golfe, craignant d'être pris dans une possible guerre navale. Pendant ce temps, les États-Unis, niant toute implication dans les frappes israéliennes, ont discrètement déployé des moyens militaires supplémentaires dans la région. Des navires de guerre, avions et systèmes de défense antimissiles supplémentaires ont été déployés rapidement près du Golfe. Ce qui est préoccupant, c'est que Washington déplace même tout un groupe aéronaval depuis la mer de Chine méridionale. Ce geste à lui seul en dit long sur la gravité de la situation. Les porte-avions ne se déplacent pas à travers le monde à la légère, et en redirigeant un atout aussi puissant loin de la compétition stratégique avec la Chine, l'Amérique avertit clairement l'Iran de la gravité avec laquelle elle prend la crise et de sa préparation à intervenir si la situation venait à dégénérer davantage. La vraie question est, à quoi ressemblerait la situation si l'Iran décidait de fermer le détroit d'Ormuz ? Comme mentionné précédemment, les voies de navigation à travers Ormuz sont très étroites, limitées à 2 miles de large dans chaque direction. D'un côté se trouvent les eaux territoriales de l'Iran, et de l'autre, celles d'Oman. Selon le droit international, notamment la règle du passage en transit, les navires ont le droit garanti de passer librement par les détroits essentiels à la navigation mondiale, même à travers les eaux territoriales. Mais le droit international n'a d'importance que s'il était respecté par tous. Dans un moment de guerre, de désespoir ou d'autodéfense, l'Iran pourrait choisir de l'ignorer complètement. Téhéran pourrait bloquer le passage, fermant ainsi le transport maritime commercial instantanément. Grâce à des conflits précédents, nous savons déjà comment l'Iran pourrait essayer de bloquer le détroit d'Ormuz. Il est terrifiant de constater à quel point Téhéran est prêt pour ce scénario particulier. L'une des tactiques les plus simples et dévastatrices que l'Iran pourrait déployer rapidement serait de poser des mines navales. Les mines sont des armes économiques et passives, pouvant causer d'immenses dégâts, allant jusqu'à couler les plus grands navires pour quelques milliers de dollars. L'Iran pourrait rapidement disperser des centaines de mines navales, flottantes ou ancrées, dans les voies de navigation étroites. La simple menace stopperait immédiatement le trafic des pétroliers. Aucun capitaine ne risquerait de faire naviguer un superpétrolier de 300 000 tonnes à travers un champ de mines. Nous avons déjà vu à quel point ces mines navales peuvent être dévastatrices. Dans les années 1980, l'USS Samuel B. Roberts a heurté une mine iranienne dans le golfe Persique, causant des dégâts catastrophiques. Un navire de guerre américain moderne entièrement équipé a failli couler. Mais ce qui rend ces mines si terribles, au-delà des explosions, c'est la difficulté, la lenteur et les risques extrêmes pour les neutraliser une fois déployés. Les États-Unis et leurs alliés ont déjà des navires de déminage stationnés dans la région. Mais neutraliser, ne serait-ce qu'une seule mine, peut prendre des jours, voire des semaines, surtout en situation de combat actif. Durant cette période, aucun navire commercial ne pourrait naviguer en sécurité. Et ce qui est pire, c'est que l'Iran ait presque certainement accumulé un énorme arsenal de ces mines précisément pour un scénario comme celui-ci. La deuxième menace est constituée de flottes de petits bateaux très rapides. La marine du corps des gardiens de la révolution islamique iranien utilise des flottes de vedettes rapides, pouvant encercler de plus grands navires. Armés de roquettes, de mitrailleuses lourdes et même d'explosifs pour des attaques suicides, ces bateaux agiles peuvent rapidement se faufiler entre d'immenses pétroliers et navires de guerre, semant le chaos en quelques secondes. C'est précisément le genre de scénario accablant auquel la marine américaine a fait face lors du jeu de guerre Millennium Challenge en 2002, qui s'est soldé par un désastre. Lors d'incidents réels ces dernières années, les vedettes du corps des gardiens de la révolution islamique se sont plusieurs fois approchées à grande vitesse des navires de guerre américains, non pas pour attaquer directement, mais pour tester agressivement leur réaction et défense. En situation de guerre réelle, ces vedettes rapides pourraient heurter ou bombarder des pétroliers, voire essayer de les aborder et de les détourner. Même si ces essaims ne coulent chez pas un seul pétrolier, leur présence suffirait à terrifier les assureurs et opérateurs maritimes, fermant ainsi le détroit d'Ormuz. Au-delà des mines et des vedettes rapides, l'Iran a également déployé un arsenal de puissants missiles antinavires, de drones aériens et navals, et même de mini-sous-marins le long de toute sa côte. Des missiles comme les variantes chinoises du Silkworm, ou les missiles iraniens, Noor et Qadir, peuvent être montés sur des camions, dissimulés le long des côtes,
puis tirer avec précision sur des navires se déplaçant au large à des dizaines de kilomètres. Durant la guerre Iran-Irak des années 80, les deux pays ont utilisé des missiles semblables pour attaquer des navires dans le golfe Persique. Aujourd'hui, les missiles iraniens sont grandement améliorés, avec une précision, une portée et une puissance de destruction nettement supérieures. Cibler un pétrolier naviguant lentement dans le détroit serait dangereusement facile. Quelques frappes de missiles suffiraient à enflammer voire couler ces grands navires. Même la simple crainte d'être pris pour cible, les simples alarmes de verrouillage, pourraient dissuader les pétroliers de traverser le détroit d'Ormuz. De plus, l'Iran devient très efficace dans l'utilisation de drones. Récemment, en 2021 et en 2023, des drones iraniens chargés d'explosifs ont frappé des pétroliers liés à des intérêts israéliens dans le golfe d'Oman. Une frappe a tué des membres d'équipage. Ces drones volent très bas au-dessus de l'eau, laissant au navire presque aucun avertissement avant l'impact. Enfin, les mini-sous-marins iraniens, surtout ceux de classe Gadir, sont un autre outil mortel. Ces mini-sous-marins sont spécialement conçus pour les eaux peu profondes du Golfe. Ils peuvent s'approcher discrètement des voies de navigation, lancer des torpilles ou poser des mines sans être détectés avant qu'il ne soit trop tard. En vérité, si l'Iran décidait réellement de fermer le détroit d'Ormuz, il emploierait probablement toutes ces techniques en même temps. Mais encore une fois, ce n'est pas si simple. Toute action de ce type entraînerait des conséquences mortelles à l'échelle mondiale. En particulier les États-Unis, le Royaume-Uni et leurs alliés, qui ont clairement répété que maintenir le détroit d'Ormuz ouvert est absolument non négociable. C'est pourquoi jusqu'à présent l'Iran a toujours gardé la fermeture du détroit d'Ormuz comme une simple menace, un moyen de dissuasion ultime souvent évoqué mais jamais réellement mis à exécution. L'Iran ne ferme pas encore le détroit d'Ormuz. Cela entraînerait des représailles externes catastrophiques et serait comme se tirer une balle dans la tête pour l'Iran. L'Iran dépend fortement du détroit pour exporter la quasi-totalité de son pétrole et importer des biens essentiels, dont de nourriture et médicaments vitaux. Cela porterait un coup sévère aux relations diplomatiques déjà fragiles de Téhéran, notamment avec des pays comme la Chine. N'oubliez pas que la Chine importe actuellement plus de 75% des exportations pétrolières de l'Iran, permettant à son économie de rester à flot malgré les sanctions occidentales. Si l'Iran ferme le détroit d'Ormuz, déclenchant un effondrement économique mondial dévastant pour la Chine, Pékin sera mécontent. L'Iran risque de perdre le soutien diplomatique de la Chine s'il menace sa sécurité énergétique. Cela explique pourquoi l'Iran, malgré des sanctions sévères, n'a jamais totalement bloqué le détroit auparavant. Mais les tensions actuelles n'ont jamais été aussi imprévisibles. Si le guide suprême estime que sa propre survie est menacée, il pourrait décider qu'il n'a tout simplement plus rien à perdre et jouer la carte ultime du détroit d'Ormuz. Bien que cela puisse sembler imprudent, lorsque des hauts responsables iraniens comme Kozati évoquent publiquement cette menace, on ne peut se permettre de l'ignorer. Mais que se passerait-il si l'Iran le faisait réellement? Et s'ils ignoraient tous les risques, miner le détroit, attaquer les pétroliers et bloquer totalement le trafic maritime? Si cela arrivait, la situation dégénérerait immédiatement en une guerre mondiale. Comme je l'ai dit, les États-Unis ne toléreront pas les tentatives de fermer le détroit d'Ormuz. Cela remonte à la doctrine Carter de 1980, lorsque le président Jimmy Carter a explicitement averti que toute force hostile tentant de bloquer le golfe Persique serait considérée comme une attaque directe contre les intérêts vitaux des États-Unis et repoussée par la force si nécessaire. Depuis Carter, chaque président américain a réitéré cette position, constituant un engagement indéfectible des États-Unis. Les États-Unis et leurs alliés lanceraient rapidement une opération militaire massive pour écraser la capacité de l'Iran à menacer la navigation. Des avions de chasse américains, décollant de porte-avions et de bases aériennes du Golfe, frapperaient les installations navales iraniennes, les lance-missiles côtiers, les quais des vedettes des gardiens de la Révolution, les sites radars, les bases de drones, et potentiellement des ports et infrastructures clés pour l'effort de guerre iranien. Même l'OTAN pourrait être impliquée, surtout si les actions de l'Iran menacent ou blessent directement des forces militaires ou des navires européens. Par exemple, si un missile ou une mine iranienne touche un navire de guerre britannique ou français, toute attaque entraînant des pertes européennes pourrait déclencher l'article 5 de l'OTAN, amenant toute l'Alliance à intervenir militairement aux côtés des États-Unis. Même si l'Europe pourrait initialement vouloir rester en dehors du conflit israélo-iranien, une menace directe contre le transport maritime mondial et l'économie européenne la forcerait à intervenir.
Nous verrions probablement des destroyers et croiseurs de la marine américaine, ainsi que des navires de guerre alliés, rassembler rapidement des convois d'escorte pour faire passer les pétroliers en toute sécurité dans le détroit, prêts à engager directement les bateaux, drones, sous-marins ou batteries côtières iraniens qui tenteraient d'attaquer. Une vaste opération de déminage serait lancée pour éliminer les mines. Probablement un effort conjoint des unités de déminage américaines, britanniques et françaises, avec peut-être le soutien d'autres marines. Le Japon pourrait utiliser ses dragueurs de mines sophistiqués pour sécuriser son approvisionnement en pétrole. Par la force brute, la coalition occidentale viserait à percer le blocus iranien et à rouvrir les voies maritimes. Mais en même temps, Téhéran pourrait déclencher une riposte massive sur plusieurs fronts en frappant les bases militaires des forces américaines et alliées à travers le Golfe. Les États-Unis possèdent plus de 30 bases militaires près de l'Iran, avec des dizaines de milliers de soldats américains au Qatar, à Bahreïn, au Koweït, aux Émirats arabes unis et à Oman, tous à portée de l'arsenal militaire iranien. Téhéran pourrait aussi lancer un barrage massif visant directement des installations américaines, telles que la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar, la plus grande base aérienne américaine de la région, ou le quartier général de la 5e flotte de la marine américaine à Bahreïn. Comme observé dans les villes israéliennes, même les systèmes de défense antimissiles les plus avancés ne peuvent intercepter tous les projectiles, ce qui implique que certains missiles causeraient inévitablement des dommages significatifs et des pertes en vies humaines. De plus, n'oubliez pas que les troupes américaines en Irak et en Syrie sont déjà régulièrement attaquées par des roquettes et des drones de milices soutenus par l'Iran. Ces attaques s'intensifieraient rapidement de manière spectaculaire, créant un nouveau front chaotique et risquant d'impliquer davantage les forces américaines dans le conflit régional. L'Iran riposterait probablement en ciblant des infrastructures vitales comme les raffineries de pétrole, dépôts et terminaux d'exportation en Arabie Saoudite et aux Émirats arabes unis. Le but serait de sanctionner ces pays pour leur soutien aux États-Unis et à Israël, et d'intensifier la crise économique globale en réduisant davantage la production pétrolière. Israël serait évidemment confronté à une tempête furieuse déclenchée par les supplétifs iraniens. Le Hezbollah, la milice libanaise, soutenue par l'Iran, possède un arsenal d'environ 150 000 roquettes et missiles. En soutien à l'Iran, le Hezbollah ouvrirait un front nord, bombardant sans relâche les villes et villages israéliens. Israël pourrait se retrouver à mener une guerre sur 2 ou 3 fronts contre Gaza, le Liban et la Syrie simultanément. Le résultat pourrait être le pire conflit israélien depuis des décennies, avec des centaines, voire des milliers de missiles quotidiens, forçant l'armée de l'air à se détourner de l'Iran pour combattre localement. De plus, le conflit risque de s'étendre au-delà du détroit d'Ormuz. L'Iran pourrait demander à ses alliés, notamment les rebelles Houthis du Yémen, de cibler ou perturber les voies maritimes près du détroit de Bab el-Mandeb, à l'entrée de la mer Rouge. Si le détroit de Bab el-Mandeb devient dangereux, la principale route alternative d'approvisionnement de l'Europe par la mer Rouge et le canal de Suez serait paralysée, étranglant davantage l'approvisionnement énergétique du continent. Cela pourrait forcer les pays européens à réactiver les gazoducs russes, malgré les sanctions, pour maintenir leurs économies à flot. De plus, l'Iran pourrait aussi utiliser le terrorisme ou les cyberattaques comme autre moyen de représailles. Par exemple, en 2012, des hackers iraniens ont frappé Saudi Aramco avec le virus dévastateur Shamoun, effaçant complètement des milliers d'ordinateurs et paralysant les opérations commerciales pendant des semaines. Certes, de telles attaques seraient moins efficaces aujourd'hui, grâce à l'amélioration des défenses cybernétiques occidentales, mais la menace demeure bien réelle. L'Iran a aussi démontré à maintes reprises sa disposition à mener des assassinats ciblés à l'étranger. En 2011, les procureurs américains ont accusé publiquement Mansour Arbabsiar, membre des Force Codes du corps des gardiens de la révolution islamique, d'avoir prétendument comploté pour assassiner l'ambassadeur saoudien aux États-Unis, à Washington, district de Columbia puis. En 2022, des responsables américains ont révélé avoir déjoué un autre complot visant John Bolton et Mike Pompeo, en représailles à l'élimination du général iranien Qasem Soleimani par l'Amérique. Vous voyez donc comment une seule décision de l'Iran de bloquer le détroit d'Ormuz pourrait rapidement dégénérer en une guerre mondiale presque instantanément. Passons maintenant à la Chine. Pékin n'est pas un ami proche de l'Iran, mais c'est un partenaire stratégique clé, notamment pour l'achat de pétrole iranien malgré les sanctions occidentales. Cependant, la Chine maintient aussi des relations très proches avec les États clés du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis. Pékin importe massivement du pétrole du Moyen-Orient, rendant la stabilité de l'approvisionnement cruciale pour son économie. La Chine redoute donc vivement toute perturbation significative des livraisons de pétrole.
Les ressources pétrolières nationales de la Chine ne suffisent pas du tout à soutenir sa gigantesque économie, et ses réserves stratégiques de pétrole ne pourraient couvrir qu'une courte interruption. Sans le pétrole du Golfe, la Chine fait face à un véritable scénario cauchemardesque. Arrêts industriels, effondrement économique et troubles internes. Le pire cauchemar géopolitique de la Chine serait une crise pétrolière au Moyen-Orient qui paralyserait son économie. Vu cette réalité, la Chine aurait un grand intérêt à résoudre rapidement ou à intervenir dans tout conflit autour d'Ormuz. Initialement, Pékin tenterait probablement une approche diplomatique, comme en mars 2023 lorsqu'il avait négocié avec succès la réconciliation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Ce fut une grande victoire diplomatique pour la Chine, démontrant son influence au Moyen-Orient. Mais avec Israël, c'est une autre histoire. Les dirigeants israéliens ne céderaient probablement pas à la pression diplomatique de Pékin, surtout quand la sécurité et l'existence d'Israël semblent menacées par les ambitions nucléaires iraniennes. Si la diplomatie échoue et que l'Iran ferme le détroit d'Ormuz de manière agressive, la Chine se retrouverait dans une situation très délicate. Publiquement, Pékin appellerait à la retenue, blâmerait les États-Unis pour la crise et jouerait le médiateur neutre. En privé, cependant, la Chine pourrait exercer de fortes pressions sur l'Iran, exhortant Téhéran à ne pas aller plus loin. Mais au pire, si la marine américaine engage activement les forces iraniennes, la Chine devrait faire un choix difficile. Doit-elle rester à l'écart et laisser l'Iran être éliminé, ou adopter une position plus conflictuelle pour protéger ses intérêts ? En somme, il est très improbable que les forces chinoises et américaines s'affrontent directement dans le golfe Persique. Mais ce n'est pas impossible. Il faudrait un scénario extraordinaire, comme si l'Iran demandait désespérément l'aide de la Chine et de la Russie pour briser le blocus américain, et établir une présence militaire internationale pour dissuader l'agression occidentale. La Russie étant paralysée en Ukraine, l'espoir de Téhéran reposerait principalement sur la Chine dans ce scénario. Pékin pourrait intervenir, non par loyauté envers l'Iran, mais pour protéger ses intérêts économiques vitaux. En fait, la Chine a passé des années à développer régulièrement sa marine et déploie régulièrement des navires dans l'océan Indien et au-delà. Il y a quelques années, la Chine a établi sa première grande base navale à l'étranger à Djibouti, dans la Corne de l'Afrique, près du golfe Persique. Dans une situation extrême, Pékin pourrait déployer des navires de guerre depuis Djibouti, ou envoyer une force navale depuis ses eaux territoriales pour escorter les pétroliers battant pavillon chinois. Cette flotte pourrait tenter de sécuriser l'approvisionnement en pétrole iranien. Si les États-Unis imposaient une quarantaine maritime à l'Iran, la présence de navires chinois pourrait entraîner des confrontations. Un navire de guerre américain arrête et inspecte un pétrolier chinois, soupçonné de tenter de briser le blocus contre l'Iran. Un destroyer chinois pourrait soudainement s'interposer de façon agressive entre un navire américain et un pétrolier, armes verrouillées et équipage échangeant des avertissements tendus par radio. C'est précisément le genre de scénario tendu que les stratèges militaires craignent le plus. Même si ni les États-Unis ni la Chine ne veulent que la guerre, l'histoire montre à plusieurs reprises à quelle vitesse de telles confrontations peuvent dégénérer. Il suffit d'un malentendu, d'un ordre mal interprété ou même d'un seul tir accidentel, et soudain, les deux armées les plus puissantes du monde se retrouvent en conflit direct et dangereux. Accuserait sans aucun doute Pékin de soutenir l'Iran, surtout si des renseignements montrent que la Chine envoie secrètement des armes ou une aide économique à l'Iran. En réponse, Pékin accuserait Washington de déstabiliser la région en soutenant Israël et en recourant à la force militaire. Les deux pourraient aussi s'affronter au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. La Chine et la Russie opposeraient comme probablement leur veto à toute résolution soutenant une action militaire américaine, et pourraient proposer leur propre résolution appelant à la retenue, ou condamnant l'intervention des États-Unis. Cet affrontement diplomatique pourrait vite diviser le monde en blocs opposés, comme l'Est contre l'Ouest pendant la guerre froide, les divisions Ouest, mais cette fois concernant le golfe Persique. Pour la Russie, ce genre de conflit pourrait même s'avérer stratégiquement avantageux. Déjà isolée, et en conflit avec l'Occident à propos de l'Ukraine, la Russie verrait un conflit Iran-États-Unis comme une distraction idéale, détournant l'attention et les ressources américaines de l'Europe, et faisant potentiellement grimper les prix mondiaux du pétrole et du gaz, ce qui profite directement à Moscou. De plus, la Russie pourrait accroître son soutien militaire à l'Iran, allant jusqu'à livrer ouvertement des armes et un appui logistique, les deux pays étant déjà fortement sanctionnés et isolés. L'expression « Troisième guerre mondiale » a un poids énorme, et ce n'est pas quelque chose qui se déclenche à la légère, mais de nombreux experts et stratèges s'inquiètent réellement que si plusieurs puissances nucléaires s'affrontent directement, une seule erreur de calcul pourrait rapidement déclencher un conflit mondial. Dans un tel scénario impliquant le détroit d'Ormuz, plusieurs États nucléaires, comme les États-Unis,
la Chine, Israël et potentiellement la Russie pourraient être directement entraînés dans une confrontation périlleuse. Même si la Chine n'intervient pas directement dans un conflit à Hormuz, cela ne signifie pas que Pékin resterait en retrait. Les dirigeants chinois pourraient considérer cette distraction mondiale comme une occasion rare et longtemps attendue de poursuivre l'un de leurs objectifs les plus chers, reprendre Taïwan. La Chine a constamment affirmé que Taïwan est une partie non négociable de son territoire, avertissant que la réunification par la force si nécessaire est inévitable. Ces dernières années, l'activité militaire chinoise autour de Taïwan a considérablement augmenté. Des avions de chasse et des navires de guerre chinois effectuent régulièrement des manœuvres provocatrices autour de Taïwan. L'armée populaire de libération a répété ouvertement des scénarios d'invasion amphibie et de blocus de l'île. La peur d'une intervention militaire américaine a été un facteur clé qui a retenu Pékin. L'Amérique vend des armes avancées à Taïwan et maintient une forte présence navale dans le Pacifique, notamment avec ses groupes aéronavals, considérés par les experts comme le principal frein à une invasion chinoise de Taïwan. Mais imaginez si l'Amérique se retrouvait soudainement plongée dans la crise du Moyen-Orient, devant envoyer en urgence ses ressources militaires clés loin du Pacifique, vers l'Iran et le Golfe Persique. Actuellement, les États-Unis déplacent déjà leur porte-avions USS Nimitz de la mer de Chine méridionale vers le Moyen-Orient. En cas d'aggravation, davantage d'actifs militaires américains, comme des destroyers lance-missiles, des sous-marins, des chasseurs avancés et des systèmes de défense antimissiles, pourraient là quitter le Pacifique. Cela diminuerait grandement la puissance de la présence militaire américaine près de Taïwan. Avec l'armée américaine dispersée et distraite, Pékin pourrait décider que le moment est venu de lancer enfin l'invasion ou le blocus qu'il prépare depuis longtemps. Si cela se produit, les conséquences seraient immédiates et désastreuses. Non seulement pour Taïwan, mais pour toute la région, et en réalité pour le monde entier. D'abord, Taïwan est absolument crucial sur le plan économique. Elle fabrique la plupart des puces semi-conductrices avancées au monde, composants minuscules qui alimentent ordinateurs, smartphones, équipements militaires, voitures et presque tout. Perdre l'accès à l'industrie des puces de Taïwan provoquerait une onde de choc dans l'économie mondiale, entraînant des pénuries et un chaos économique partout dans le monde. Stratégiquement, Taïwan se trouve au cœur même de ce que l'Amérique et ses alliés asiatiques, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et les Philippines, appellent la première chaîne d'îles. Ces îles servent de barrière pour contenir les ambitions militaires chinoises dans le Pacifique. Si la Chine prenait Taïwan, elle pourrait rapidement dominer l'ouest du Pacifique, mettant les alliés des États-Unis face à des choix très difficiles. Soit affronter directement la Chine, soit accepter une nouvelle réalité dangereuse avec la Chine comme superpuissance régionale. Et si cela ne suffisait pas, d'autres conflits pourraient éclater en même temps. La Corée du Nord pourrait profiter du chaos pour provoquer ou attaquer la Corée du Sud, le Japon, voire les deux. Cela pourrait déclencher de multiples batailles sur plusieurs continents, entraînant de nombreux pays dans une spirale de conflits de plus en plus dangereuse. Ce scénario, bien qu'extrêmement spéculatif, n'est pas impossible. L'histoire a montré que quand les grandes puissances sont distraites par une crise, d'autres conflits peuvent rapidement éclater ailleurs, dégénérant en guerres dévastatrices. Soyons clairs, à l'heure où j'écris ces lignes, l'Iran n'a pas fermé le détroit d'Ormuz. Tout ce que nous venons d'explorer représente le pire des scénarios. C'est un aperçu réaliste et détaillé de la rapidité et du danger avec lesquels les choses pourraient devenir incontrôlables si cela arrivait. Un terrier de lapin illustrant les dangereuses réactions en chaîne potentielle. Il est possible que Téhéran fasse marche arrière, négocie et conclue un accord avec les États-Unis, permettant ainsi au détroit d'Ormuz de rester ouvert et fonctionnel comme à l'accoutumée. Et ce pourrait être la fin de l'histoire.